Et après, je me suis réveillée. C'est pour ça que j'ai autant de questions sur la peinture. T'inquiète, je vais tout expliquer. Suis-moi, je vais te montrer des œuvres de différentes époques pour te montrer comment la peinture a évolué entre la Renaissance et les impressionnistes. Ah, je connais ce tableau, c'est la Dame à l'hermine de Léonard de Vinci. C'est impressionnant, on ne voit même pas les coups de pinceau. Et oui, à la Renaissance, les peintres affectionnent les peintures très lisses. Ils cherchent à obtenir un effet très réaliste, ce que permet la peinture à l'huile. À cette époque, les artistes fabriquent eux-mêmes leurs peintures. Ils utilisent des pigments pour la couleur, de l'huile et des résines pour la consistance. Ils pouvaient ainsi contrôler exactement la texture et la couleur de leur peinture. Ils pouvaient aussi diluer leur peinture avec de l'essence de térébenthine, issue de la distillation de résine de pin. Les pigments n'étaient pas toujours disponibles dans le commerce sous forme de poudre, les peintres ou leurs apprentis les broyaient eux-mêmes sur une pierre lisse et imperméable avec le liant qui était de l'huile végétale. De l'huile d'olive, comme dans la salade? Pas tout à fait, plutôt de l'huile de lin obtenue par la pression des graines. Une huile est un ensemble de triglycérides formés par estérification d'acides gras. Pour faire une peinture, il nous faut donc de l'huile et un pigment. Ici, nous utilisons de l'huile de lin et de la laque de Garance, qui doit sa couleur à la molécule d'alizarine. On écrase le pigment dans l'huile jusqu'à obtenir une suspension uniforme. La couleur est due au groupe chromophore présent dans le pigment, dont les molécules peuvent absorber certaines longueurs d'onde de la lumière et en réfléchir d'autres, qui lui donnent sa couleur. À cette période, la peinture est très lissée. Les couleurs se fondent les unes dans les autres de façon presque imperceptible. Léonard de Vinci utilise une peinture pauvre en résine, donc très huileuse. Cela lui permet d'utiliser la technique du glacis, c'est-à-dire une superposition de couches très fines, très fluides et très peu pigmentées, afin d'obtenir les rendus qu'on lui connaît. Une fois appliquée, la peinture durcit très lentement, ce qui permet de la retravailler, mais rend le processus artistique très long, jusqu'à plusieurs mois. Ce séchage lent permet également sa conservation. L'huile de lin polymérise spontanément à l'air par oxydation des acides gras au contact du dioxygène de l'air. La présence d'oxygène induit la formation d'hyperoxyde et des liaisons covalentes se forment entre les chaînes d'acides gras. Il y a réticulation. L'ensemble de ce processus est appelé cicativation. Donc c'est grâce à la cicativation que la peinture peut être conservée aussi longtemps. Celle-là, elle a bien 528 ans et pas une ride. Tu as vu? Ici, ça fait comme des pâtés. Et oui, tu as raison. Le temps passant, les artistes ont cherché à se renouveler et ont modifié les recettes de peinture en ajoutant de la résine. À partir de la fin du XVIIIe siècle, plusieurs artistes essayent de se démarquer de l'académisme en entamant une réflexion sur la texture de la peinture. On commence à voir des effets de peinture sur la fiancée d'Abydos, d'Eugène Delacroix, où on aperçoit la trace du pinceau. Le premier paramètre sur lequel il est possible de jouer est la viscosité de la peinture. Plus un fluide est visqueux, comme le miel par exemple, plus il aura de mal à s'écouler. Pour qu'un fluide s'écoule, il faut qu'il soit soumis à une contrainte. C'est ce que l'on fait lorsque l'on étale du miel sur une tartine ou de la peinture sur une toile. La plupart des fluides gardent la même viscosité, quelle que soit la force qu'on leur applique. C'est le cas de l'eau et de l'huile par exemple. On parle de fluide newtonien. Ainsi, une peinture à l'huile va être étalée de façon très homogène par le pinceau et donner au tableau un aspect très lisse, très net, quel que soit le coup de pinceau que le peintre lui a donné. Au contraire, il existe des fluides dits non newtoniens, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins visqueux selon la force qui leur est appliquée. Parmi eux, on trouve les fluides réofluidifiants. Plus on leur impose une contrainte élevée, plus ils sont fluides et s'écoulent bien. Par exemple, si on frotte très fort une peinture réofluidifiante contre la toile, elle va bien s'étaler alors qu'un léger coup de pinceau va laisser des reliefs. Pour obtenir ce type de comportement avec de la peinture à l'huile, les peintres lui ajoutent de la résine, qui va donner de l'élasticité au fluide. Lorsque le peintre étale cette peinture sur la toile, elle va avoir tendance à se regrouper en paquets et à laisser voir les coups de pinceau. Et ça, c'est Nymphéa et Pont japonais de Claude Monet. Waouh, on dirait que c'est en 3D. Effectivement, à partir des années 1860, la technique de la peinture à l'huile va complètement changer. Les peintres impressionnistes vont privilégier la peinture sur le motif en plein air. Ils désirent fixer l'instant plutôt que de représenter une copie exacte de la réalité. Cela va être accompagné de changements importants dans la technique de la peinture elle-même. L'invention la plus révolutionnaire à leurs yeux est celle des tubes de peinture souples, inventés en 1841 par John Gough Rand. Elle est rendue possible par le broyage mécanique des pigments qui va permettre de produire de la peinture à l'échelle industrielle. Les peintres n'ont ainsi plus besoin de réaliser eux-mêmes leur mélange, ils n'achètent la peinture prête à l'emploi chez le marchand de couleurs et l'utilisent telle qu'elle sort du tube. Ils n'ont plus qu'à l'étaler sur la toile. En plus d'être pratique, l'apparition du tube souple accompagne également des changements dans la composition des peintures qui vont modifier sa texture.
Le premier changement sera au niveau de l'huile utilisée pour le mélange. On passe de l'utilisation traditionnelle de l'huile de lin à celle de l'huile d'œillette, dont la texture est plus crémeuse et garde la trace du pinceau, ce qui a permis la touche caractéristique et expressive des œuvres impressionnistes. D'un autre côté, on rajoute des additifs dans la peinture afin d'en améliorer la texture et la tenue, comme des graisses et des colles animales, des résines ou encore des gumshoes, comme celui que nous avons utilisé pour cette expérience. Les gumshoes sont fabriqués à partir de résines de mastic, d'acétate de plomb et d'huile qui sont broyées ensemble. L'acétate de plomb interagit avec les fonctions acides des molécules du mastic. Cela entraîne une auto-organisation du système et donc la formation d'un gel. L'huile, elle, permet d'adapter la texture. Ces ajouts vont donner aux nouvelles peintures des propriétés physico-chimiques différentes de celles des peintures à l'huile traditionnelles, ce qui va avoir des avantages au niveau de leur stockage et de leur transport. En effet, ces peintures ne s'écoulent que si on leur applique une force suffisante. On parle alors de fluide à seuil ou fluide de Bingham. Il s'agit du même principe que pour le dentifrice. Pour le faire sortir du tube, il faut appuyer suffisamment fort dessus. L'ajout de médium ou de charge permet de stocker et de transporter la peinture dans des tubes, sans risque d'écoulement, et facilite donc la pratique de la peinture en plein air. De plus, la nouvelle texture des peintures va également modifier l'aspect des œuvres finies, en retenant d'autant plus la trace du pinceau, mais également en diminuant considérablement le temps de séchage, ce qui va permettre aux artistes de créer des effets texturés sur leur toile et d'encourager encore la peinture en extérieur. Mais maintenant, il n'y a pas que la peinture à l'huile que l'on trouve en tube. Ah bon? Mais oui, il y a aussi la gouache, l'aquarelle, l'acrylique et plein d'autres choses encore.